Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. La démocratie prévaudra, petite phrase de Joe Biden. Le président américain a livré son premier discours sur l'état de l'Union hier. Il a mis l'accent sur l'Ukraine, mais aussi sur les préoccupations des Américains. Nous en parlons dans ce journal. La tendance est à la hausse des prix à New York, 5e ville la plus chère au monde. Le coût de la vie préoccupe les populations. Loyers, essence et denrées alimentaires sont hors de prix, nous dira Dili Diko dans son reportage sur l'inflation aux États-Unis. Nous vous reconnaissons comme grand maître des ordres burkinabés. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a été investi président au lendemain de l'adoption d'une charte qui fixe à 3 ans le temps qu'il faudra à la transition pour ramener l'ordre constitutionnel. Comment se porte le basketball africain? Élément de réponse dans ce journal avec Yacouba Ouedraogo, alors que nous sommes à 72 heures de l'ouverture de la saison 2 de la Basketball Africa League à Dakar. Merci donc de nous rejoindre pour ce journal. Dans son premier discours sur l'état de l'Union, le président américain Joe Biden a vanté son succès dans les efforts déployés pour unir une grande partie du monde contre l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Biden a déclaré que Kiev est en première ligne de la bataille mondiale entre démocratie et autocratie et que la démocratie prévaudra davantage. Avec notre correspondante diplomatique Cindy Sen, c'est un récit de Ginny Kapumbu-Villa. Alors que les troupes russes multiplient les attaques contre des villes ukrainiennes telles que Kharkiv et Kiev, devant les deux chambres du Congrès réunies, le président américain Joe Biden a déclaré aux Américains que le monde libre était uni contre l'agression de Poutine. Le monde libre le tient pour responsable, avec 27 membres de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, ainsi que des pays comme le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et bien d'autres, et même la Suisse, infligent des souffrances à la Russie et soutiennent le peuple ukrainien. Poutine est maintenant plus isolé du monde que jamais. Biden a déclaré que Poutine avait mal calculé lorsqu'il a lancé cette invasion à grande échelle de son voisin. Il pensait qu'il pouvait nous diviser chez nous dans cette chambre, dans cette nation. Il pensait qu'il pouvait aussi nous diviser en Europe. Mais Poutine avait tort. Nous sommes prêts, nous sommes unis et c'est ce que nous avons fait. Cela prendra du temps, a ajouté le président Biden, mais les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN resteront unis et la liberté l'emportera sur la tyrannie. Il n'a pas évoqué le départ chaotique d'Afghanistan en août dernier, mais dans la réponse républicaine au discours de Biden, la gouverneure Kim Reynolds de l'Iowa a fustigé le président pour ce qu'elle a appelé son échec à ce niveau. Le retrait désastreux de l'Afghanistan a fait plus que coûter des vies américaines. Il a trahi nos alliés et enhardi nos ennemis. De l'avis des experts, à la lumière de la crise actuelle, il est logique que Biden ait consacré le volet politique étrangère du discours à l'Ukraine, même si beaucoup de choses restent incertaines dans cette crise. C'est un moment où je pense que Biden a jusqu'à présent prouvé une grande partie de son expérience et de sa valeur. Mais tout dépend de la façon dont les choses se déroulent en Ukraine. Un autre expert a déclaré à la VOA que la forte réponse positive et bipartite que Biden a reçue après ses déclarations sur l'Ukraine sera remarquée à Moscou. En matière de politique étrangère, c'est un signal très important. Poutine recherchera tout type de division ou de vulnérabilité dans la politique américaine. Je pense que tout le monde dans la salle, pas seulement Biden, mais tout le monde dans la salle savait que ce n'était pas le moment d'envoyer ce signal. Le président Biden a de nouveau clairement indiqué que les États-Unis n'enverraient pas de troupes en Ukraine, mais a juré que lui et les autres membres de l'Alliance Atlantique défendraient le territoire de l'OTAN. Et pour décortiquer cette actualité, retrouvons tout de suite via Skype ici à Washington René Lec, il est journaliste et analyste politique. René Lec, bonsoir. Bonsoir, John.
Alors, dans son premier discours sur l'état de l'Union, on le disait, Joe Biden a consacré un peu plus d'une dizaine de minutes à la situation en Ukraine, dénonçant bien évidemment l'agression commise par la Russie. Votre commentaire? Oui, écoutez, John, moi je pense que le mot clé pour décrire ce discours, qui était un discours très vigoureux, très fort, c'est le mot unité. Alors, unité au plan national, je pense qu'on y reviendra, et unité également sur cette question ukrainienne, en insistant sur le fait que d'abord les Américains en interne étaient unis, vous l'avez dit dans le reportage tout à l'heure, avec l'ovation à la fois des républicains et celle des démocrates, mais également l'unité par rapport aux alliés. Et je crois qu'il a raison de dire que Poutine a dû être un peu surpris, même certains analystes occidentaux ont été surpris par la quasi-unanimité qui s'est formée autour de la réponse à cette invasion russe au niveau occidental, entre les membres de l'OTAN, mais même en dehors, au-delà même de l'OTAN, dans d'autres capitales occidentales et dans d'autres parties du monde. Donc c'est vrai que la question, le mot unité, à mon avis, était central à ce grand discours à la nation. Unité également au niveau des sanctions. Le président américain a évoqué les sanctions imposées à la Russie, aussi bien par les États-Unis que par plusieurs autres pays à travers le monde. Il est question d'asphyxier économiquement la Russie. Est-ce que cet objectif peut être atteint selon vous? J'ai l'impression que ça marche. Si on voit déjà que la bourse a été fermée 2 jours de suite, tellement le rouble, la monnaie russe, s'est tout simplement effondrée. La bourse avait perdu 40% de sa valeur en fin de semaine dernière. Donc, je crois que effectivement, les sanctions ont un effet. Mais vous savez, John, les sanctions, c'est rare qu'elles aient un effet immédiat. Dans le cas d'espèces, il y a une partie d'effet immédiat, mais pour l'essentiel, l'effet sera à moyen terme et à long terme. Donc les sanctions les plus douloureuses, bien entendu, sont celles financières, notamment la fermeture de l'accès à SWIFT, hein, ce système qui regroupe, qui connecte 11 000 plateformes financières à travers le monde, dans 200 pays, et duquel la Russie a été exclue. Alors je passe sur les autres sanctions au niveau de l'aviation, au niveau du transport, au niveau comment on appelle ça, tout ce qui est entertainment, on dit en anglais, donc tout ce qui est amusement, distraction, divertissement. Là, la Russie est fortement isolée. Tout à l'heure, je regardais la liste des entreprises qui se retiraient au niveau du secteur automobile et tout. La situation va être relativement difficile, drastique, voire dramatique pour la Russie, il me semble. Situation difficile pour la Russie. Est-ce que finalement, les effets de ces sanctions ne vont pas se retourner aussi contre les États-Unis et même contre les pays européens, puisqu'on l'a vu ces dernières années, ne serait-ce que sur cet angle-là, on a vu un resserrement des liens entre la Russie et la Chine et que finalement, les entreprises chinoises peuvent gagner ou consolider leur part de marché en Russie. Tout à fait, John. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais 1 ou 2 semaines avant l'invasion russe, quand on interrogeait les Allemands par rapport au fameux l'arrêt, la suspension du projet de gazoduc entre la Russie et l'Allemagne, ils n'étaient pas du tout clairs, ils bottaient un peu en touche, comme on dit familièrement. Ils ne répondaient pas, ils n'étaient pas sûrs d'aller à ce point-là. Et finalement, comme on l'a vu, très très rapidement, ils ont pris une décision très ferme à ce niveau. Donc, et cela, pourquoi je donne cet exemple? Parce que rapidement, si vous pouvez. Oui, je prends cet exemple juste pour dire que, effectivement, quand on sanctionne comme ça un pays, la Russie notamment, ça a des répercussions en interne. Les Allemands avaient peur de cela, et ici aux États-Unis, on va le ressentir du porte-monnaie des Américains. Ça, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Merci René Lec de votre disponibilité. Autre sujet d'actualité, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté mercredi une résolution qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine.
C'était lors d'un vote approuvé massivement par 141 pays sur les 193 membres que compte l'organisation, 5 s'y opposant et 35 s'abstenant, dont la Chine. Le résultat a été salué par une salve d'applaudissements, mais sur le terrain en Ukraine et au 7e jour des combats, les forces russes ont poursuivi leur offensive sur plusieurs villes. L'armée russe affirme s'être emparée de la ville portuaire de Kherson et de nouvelles frappes ont touché Kharkiv. Depuis le début de l'offensive, plus de 350 civils ukrainiens ont été tués, dont 14 enfants selon Kiev. Le ministère ukrainien de la Défense a indiqué redouter une offensive depuis le Bélarus au nord. En Afrique, les premiers rapatriements des citoyens ayant fui l'Ukraine s'organisent. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, devait commencer à évacuer dès ce mercredi plus de 1500 de ses ressortissants ayant trouvé refuge en Pologne, en Hongrie et en Roumanie. Malgré tout, certains étudiants préfèrent rester sur place. Le point avec Arzouma Compaoré. Un premier groupe constitué de 17 étudiants ghanéens évacués d'Ukraine a été rapatrié mardi au Ghana, à l'heure où les pays africains intensifient leurs efforts pour aider leurs ressortissants à fuir l'invasion russe. Selon la ministre ghanéenne des Affaires étrangères, un total de 527 ressortissants ghanéens ont franchi les frontières ukrainiennes pour rejoindre plusieurs pays européens et seront bientôt rapatriés s'ils le souhaitent. Sur la base de notre suivi et de notre évaluation continue de la situation, mon ministère a donné des instructions à 5 de nos missions diplomatiques concernées en Europe, ainsi qu'à notre consulat honoraire en Ukraine, pour qu'ils entament immédiatement les démarches d'évacuation de nos compatriotes volontaires. Une initiative accueillie avec joie par les parents des étudiants en question, même si pour certains, les autorités auraient dû agir beaucoup plus tôt. C'est une très bonne chose que nous ayons ce programme. Il montre que le ministère prend certaines choses au sérieux, mais ils ont causé ce désordre parce qu'ils auraient dû réagir rapidement. Plusieurs étudiants africains ont raconté avoir été mis de côté pour permettre aux Ukrainiens de passer la frontière en premier. Ils auraient pu au moins nous laisser monter. Un homme m'a littéralement tiré en arrière. Il m'a tiré en arrière, m'a tiré par derrière. J'ai dit, pas de problème, je ne me bats pas. Tu peux y aller, pas de problème. Quand j'ai vu ce traitement, j'ai dit, waouh, je me suis senti très, très déprimé. J'étais sans espoir. Je me disais, je ne pense pas pouvoir monter à bord de ce train, vu comment les gens traitent les autres comme ça. L'Ukraine a interdit tout Ukrainien de 18 à 60 ans de sortir. Bon, il y a des gens qui se masquent pour pouvoir sortir. Et parmi les Noirs, il y a d'autres qui ont aussi la nationalité ukrainienne. Donc, vous voyez un peu, c'est compliqué. Alors que les uns fuient, d'autres étudiants comme Cheikh Ahmed Benon ont préféré rester en Ukraine. Je dis que c'est très très risqué en ce moment de vouloir s'échapper à tout prix, puisque au cas où s'il y a frappe, ce n'est pas forcément que ça commence dans les villes. Avant l'offensive, l'Ukraine accueillait 16 000 étudiants africains. Selon l'ambassadrice d'Ukraine à Pretoria, Lyubov Abravitova, qui tente de faciliter le rapatriement de certains d'entre eux. Selon elle, beaucoup de pays africains n'ont pas d'ambassade à Kiev, mais plutôt à Moscou ou d'autres capitales, ce qui ne simplifie pas la situation. 3 ans, c'est le temps que devrait prendre la période de transition avant un retour à l'ordre constitutionnel au Burkina Faso. Ce délai a été fixé à l'issue des assises nationales qui ont rassemblé lundi les forces vives du pays. Une charte constitutionnelle de la transition a par ailleurs été signée par le lieutenant-colonel Damiba qui a été investi aujourd'hui. Comment les Burkinabés réagissent à ce délai? Voyons cela dans cet élément de Nanit Talani. Les assises nationales convoquées par les nouveaux dirigeants burkinabés ont impliqué la junte, les partis politiques, les syndicats, les organisations de la société civile, les jeunes, les femmes et les personnes déplacées par les attaques djihadistes qui frappent le pays depuis 2015. Roland Bayala, porte-parole de la coalition des patriotes africains Burkina Faso, explique les raisons pour lesquelles la transition a été fixée à 3 ans. À notre niveau, nous avons proposé, et compte tenu effectivement des enjeux
liées à cette transition, qui doivent travailler à asseoir un climat réellement sécuritaire et qui doivent effectivement travailler à une refondation totale. Nous avons proposé et préconisé effectivement d'aller jusqu'à 5 ans. Ouais, effectivement, il y a eu plusieurs propositions dans la salle et ce qui a été retenu, c'était la voie de l'ensemble. Et on a convenu donc les 3 années. Pour Salam Sawadogo, représentant de la société civile, l'important c'est l'intérêt supérieur de la nation et la paix. L'essentiel c'est d'abord l'intérêt supérieur de la nation parce qu'il y a des Burkinabés qui sont à l'extérieur et qui sont un peu partout, qui cherchent à retourner chez eux, qui cherchent de quoi manger, qui cherchent à retrouver la paix. Donc moi je suis ravi et j'accompagne cette initiative. Des discussions sur la charte devraient rapidement s'engager désormais avec la CEDEAO qui a suspendu le Burkina en janvier en raison du coup d'État. Edi Komboigo espère que la durée de la transition n'aura pas d'impact négatif sur les relations entre le Burkina et ses partenaires, même au sein de la CEDEAO. Il s'agit d'une proposition technique des militaires qui estiment qu'il leur faut ce temps-là pour pouvoir ramener la paix, stabiliser le pays, réintégrer, récupérer les territoires, réinsérer les populations dans leur localité avant qu'on ne passe à un ordre constitutionnel normal. Comme c'est technique, nous ne sommes pas des spécialistes de la défense. Nous espérons que cela ne va pas créer des heurts avec nos partenaires. La charte stipule par ailleurs que le président de la transition et tous les membres de son gouvernement ne sont pas éligibles aux élections présidentielles, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. Affaire à suivre, vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique, n'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Nous parlerons de l'inflation dans la ville de New York et de l'état du basketball en Afrique. La saison 2 de la Basketball Africa League est là. Après une saison inaugurale historique, 12 champions nationaux de tout le continent sont prêts à concourir pour la saison 2022. Du 5 mars au 28 mai, branchez-vous et suivez la balle sur la voie de l'Amérique. 54 pays, 12 équipes, un continent, mais un seul champion. À vous de jouer. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington DC. Ici, aux États-Unis, donc, et dans le monde, la tendance est à la hausse des prix et dans une mégapole comme New York, la 5e ville la plus chère au monde, le coût de la vie en fait grincer plus d'un. Loyers, essence et denrées alimentaires sont donc hors de prix pour de nombreux habitants de la ville. Dili Diko s'est rendu dans les rues de la Big Apple pour demander aux New-Yorkais quels effets l'inflation a eu sur leur quotidien. Suivons son reportage. Selon le classement établi par The Economist Intelligence fin 2021, les prix des biens ont augmenté en moyenne de 3,5% annuellement dans le monde et aux États-Unis. L'inflation a atteint 7,5% en janvier 2022, le niveau le plus haut enregistré depuis 1982, soit 30 ans. À New York, une ville déjà très coûteuse, les prix se sont envolés. J'ai remarqué beaucoup de changements de prix. J'ai l'impression que la principale raison de ces changements de prix est la pandémie. De nombreuses entreprises ayant dû arrêter leur activité rouvrent maintenant. Et il y a aussi les baisses du marché boursier et tout ça. En plus, il me semble qu'il y a beaucoup de pénuries des produits comme la viande, les snacks et aussi les boissons. Je pense qu'avec l'état actuel du marché, les commerces ont dû augmenter leurs prix pour pouvoir se remettre sur pied, du moins pour le moment. Du moins pour le moment. Une idée qui semble avoir été assonée aux Américains l'année dernière, mais qui pour Jérôme Powell, l'homme fort de la Fed, la Federal Reserve Bank, s'explique par l'usage d'un mauvais phrasé. Pourtant, au cours de l'année 2021, plusieurs responsables de la Fed ont qualifié l'inflation de transitoire.
avant de se demander si le phénomène actuel est passager, si les prix vont finir par retomber et se stabiliser. Idriss Linge, rédacteur en chef de l'agence Ecofin, nous explique ce qu'est l'inflation. L'inflation, à la base, était présentée comme une situation où, dans une économie, il y a une hausse généralisée des prix sur un ensemble de produits qui sont considérés comme des produits courants du marché. En général, dans le panier des objets qui font l'objet d'une étude en termes de hausse des prix, nous avons la farine, l'énergie, le transport, le logement, les produits alimentaires, et on étudie la tendance des prix. Et si cette tendance est à la hausse par rapport à une période donnée, on considère qu'il y a une inflation à la hausse. L'inflation est donc la hausse des prix. Et depuis que l'économie a repris à la suite des confinements pandémiques, les prix des biens aux États-Unis ont incontestablement augmenté. Pour Donia Dessouki, une diplômée en psychologie travaillant dans un magasin de prêt-à-porter, les petites hausses de prix presque insignifiantes sont là pour rester. Le mois dernier, j'ai acheté un café glacé et j'ai remarqué une augmentation du prix. D'habitude, j'achète un café glacé de taille moyenne pour $3,76 et cette fois, j'ai noté un nouveau prix de plus de $4. Hier, pareil, un autre café de quartier qui est passé de 2,75 à $3. Je ne sais pas pourquoi cela se produit. Peut-être à cause de la pandémie de coronavirus, peut-être parce que le lait devient plus cher ou le sucre est devenu plus cher. Je ne sais vraiment pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des pénuries d'approvisionnement en denrées alimentaires. Les prix vont-ils se rééquilibrer lorsque les commerces auront fini de tâtonner? Idriss Linge nous en dit plus sur les causes de l'inflation. La pandémie de Covid est arrivée, les décisions ont été prises de faire des confinements, mais pour maintenir la capacité des ménages à pouvoir consommer, on a distribué de l'argent. Résultat, on se retrouve avec beaucoup d'argent en circulation. Or, le système productif international n'est pas capable de pouvoir apporter autant de biens que l'économie en a besoin. Donc finalement, il s'en est suivi une situation où les gens ont de l'argent, l'économie est en train de reprendre, mais les gens ne peuvent pas consommer parce qu'il n'y a pas assez de biens. Et donc, il y a eu en quelque sorte une compétition sur les produits existants et donc une hausse des prix. Les séquelles de la crise sanitaire sur l'économie, la demande de biens plus élevée que l'offre disponible et le choix d'une politique monétaire expansionniste pour augmenter la quantité d'argent en circulation pendant la pandémie ont donné lieu à une inflation. L'expert Idriss Linge explique que pour corriger cette inflation, la Banque centrale peut désormais atténuer la hausse des prix en augmentant les taux d'intérêt et en se réappropriant la production américaine. Dili Diko, VOA Afrique, New York. Merci Dili. Du sport à présent et nous continuons à parler de la Basketball Africa League. Nous sommes à 72 heures de l'ouverture de la saison 2 à Dakar, au Sénégal, comme le premier et historique acte qui a eu lieu en mai 2021 à Kigali. 12 équipes tenteront de succéder aux Amalek d'Égypte, vainqueurs de la première balle. Aujourd'hui, nous faisons un constat sur l'évolution du basketball sur le continent jusqu'à la création de la balle par la prestigieuse NBA, la Ligue nord-américaine de basketball, en partenariat avec la FIBA, la Fédération internationale de basketball. Yacouba Ouedraogo. Lorsque les Amalek d'Égypte soulevaient le tout premier trophée de la Basketball Africa League à la Kigali Arena le 30 mai 2021, le continent africain venait de franchir le pas d'une meilleure professionnalisation de son basket. En effet, même si, comme le vainqueur égyptien né en 1911, la plupart des clubs phares du continent existent depuis très longtemps, ce n'est que dans les années 1970 que naît véritablement une compétition de basket interclub, la Coupe d'Afrique des clubs champions.
La première édition de cette compétition a lieu en 1971 à Bangui, en République centrafricaine, remportée par le club du pays hôte, Red Star. Certains talents africains explosaient en NBA dans les années 80. Il n'est pas surprenant que la Basketball Africa League ait baptisé deux de ses plus grands prix des noms de pionniers du continent. Le prix du joueur le plus efficace de la balle, du nom de Hakeem the Dream Olajuwon du Nigeria, et le prix du meilleur joueur défensif de l'année de la balle, nommé en l'honneur de Dikembe Mutombo, le géant congolais, probablement les deux meilleurs pivots de l'Afrique. Ils ont inspiré beaucoup de jeunes joueurs africains. La NBA manifeste alors un intérêt grandissant pour le continent et organisera le Basketball Without Borders, Basketball sans frontières à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour la première fois en 2003. Le Sénégal a accueilli la 17e édition en 2019. Initié par la NBA de concert avec la FIBA, ce programme met l'accent sur l'amélioration des compétences des jeunes talents du basket africain. Ils bénéficient durant leur séjour d'un encadrement de basketteurs professionnels évoluant en NBA. Jusqu'à présent, de jeunes basketteurs africains talentueux ont été repérés dans ces camps. Ils incluent Joel Embiid, qui joue maintenant pour les Philadelphia 76ers, une équipe qui se débrouille très bien dans la Ligue NBA. Un autre joueur qui a également participé à ce camp est Pascal Siakam, du Cameroun, qui joue pour les Raptors de Toronto et a récemment aidé son équipe à remporter son premier championnat NBA. C'est une bonne plateforme pour que ce jeune joueur africain brille et, espérons-le, les propulse dans les ligues majeures comme la NBA. Aujourd'hui, l'Afrique compte une douzaine de basketteurs évoluant en NBA et qui s'affirment de la plus belle des manières. Lorsque nous comptons les joueurs d'Afrique, nous tombons sur quelque chose d'assez pénible parce qu'il y a beaucoup de joueurs avec des noms africains qui sont enregistrés pour d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans d'autres pays, disons en France ou en Grèce, mais des parents africains. Et accessoirement, il y a ceux qui sont nés en Afrique, qui ont joué en Afrique, puis sont venus en NBA. Joel Embiid, qui joue pour les Philadelphia 76ers. Nehemiah Quetas, il est lui enregistré comme joueur portugais, mais ses parents sont originaires de Guinée-Bissau. Appelons-le donc un joueur africain. La NBA ne doute plus que l'Afrique regorge de talents à encadrer pour leur permettre d'éclore. D'où la naissance de la Basketball Africa League, entendez Ligue africaine de basketball, lancée en février 2020, mais dont la première édition se tiendra en 2021, uniquement à Kigali, au Rwanda, à cause de la pandémie du Covid-19. La NBA investit dans la croissance du jeu à travers le continent au sens large et dans le soutien aux entraîneurs et aux officiels de match. Nous continuerons d'investir de l'argent dans le jeu. Selon ses promoteurs, la NBA Africa implique des investisseurs individuels parmi lesquels on compte entre autres l'ancien président Barack Obama, Dikembe Mutombo, ancienne gloire de la NBA, originaire de la République démocratique du Congo. Pour cette deuxième édition de la balle, 12 équipes engagées se disputeront la succession du Zamalek dans 3 villes, Dakar, Le Caire et Kigali. Le match d'ouverture opposera Duc du Sénégal à Sédou Legacy Athletic Club de la Guinée le 5 mars à Dakar. Cette année, les équipes ont été divisées en 2 conférences de 6, la conférence du Nil et celle du Sahara. Merci Yacouba. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.